Bonjour. Emmanuel Kant pour l'agrégation. Dans Prolégomène à toute métaphysique future. Paragraphe 18. Il nous faut donc commencer par faire la remarque suivante. Il est bien vrai que tous les jugements d'expérience sont empiriques en ceci qu'ils ont leur fondement dans la perception immédiate des sens. Mais on ne saurait dire réciproquement que tous les jugements empiriques sont pour autant des jugements d'expérience. Car outre ce qui est empirique et de façon générale, outre ce qui est donné à l'intuition sensible, il faut encore que s'ajoutent des concepts particuliers, qui ont leur origine tout à fait a priori dans l'entendement pur, sous lesquels chaque perception peut tout d'abord être subsumée et grâce auxquels elle peut ensuite être transformée en expérience. Des jugements empiriques dans la mesure où ils ont validité objective sont des jugements d'expérience. Quant à ceux qui ne valent que subjectivement, je leur donne le nom de simples jugements de perception. Ces derniers n'ont besoin d'aucun concept pur d'entendement, il suffit que la perception soit liée logiquement dans un sujet pensant. Les premiers, au contraire, exigent toujours, outre les représentations de l'intuition sensible, des concepts particuliers produits de manière originaire dans l'entendement qui ont précisément pour résultat de faire que le jugement d'expérience est objectivement valable. Tous nos jugements commencent par être de simples jugements de perception. Ils valent uniquement pour nous, c'est-à-dire pour notre subjectivité, et ce n'est qu'ensuite que nous leur procurons une nouvelle relation, la relation à un objet, et que nous voulons qu'il soit également valable pour nous, toujours, et de même pour chacun. Car lorsqu'un jugement s'accorde à un objet, il faut que tous les jugements sur le même objet s'accordent également entre eux. Et la validité objective du jugement d'expérience ne veut rien dire d'autre que sa nécessaire validité universelle. Mais réciproquement aussi, si nous trouvons motif à tenir un jugement pour universellement valable, de façon nécessaire, ce qui ne repose jamais sur la perception, mais sur le concept pur d'entendement, sous lequel la perception est subsumée, il faut que nous le tenions aussi pour objectif, ce qui veut dire qu'il n'énonce pas simplement une relation de la perception à un sujet, mais une manière d'être de l'objet. Car il n'y aurait pas de raison pour que les jugements des autres s'accordent aux miens s'il n'y avait pas l'unité de l'objet auquel tous se rapportent, auquel ils s'accordent et auquel de ce fait ils doivent également tous de s'accorder entre eux. Dans Réflexion sur l'éducation, l'éducation du corps, en ce qui concerne la formation de l'esprit, que l'on peut aussi effectivement nommer physique d'une certaine manière, il faut essentiellement prêter attention à ce que la discipline ne soit pas un esclavage. Locke dit un traitement servile rend aussi le tempérament servile. Devance Rousseau, en ceci il suit Montaigne, qui nous conduit à Kant. Rousseau, on le sait, recommande que l'enfant sente également sa liberté dans ses actions et dans les vôtres. Et qu'au contraire, l'enfant sente toujours sa liberté de telle sorte qu'il ne s'oppose pas à la liberté d'autrui. L'enfant devra donc rencontrer de la résistance. Beaucoup de parents refusent tout à leur enfant afin de les exercer, se faisant à la patience, et ils exigent ainsi de l'enfant plus de patience qu'ils n'en ont eux-mêmes. Ceci est cruel, cependant. Que l'on donne à l'enfant tout ce dont il a besoin et qu'on lui dise ensuite « tu en as assez », et il est absolument nécessaire que ceci soit irrévocable. On ne prêtera pas attention aux cris des enfants et on ne devra pas leur céder s'ils tentent d'obtenir quelque chose en criant. En revanche, si cela leur est utile, on leur donnera ce qu'ils demandent gentiment. Ce faisant, l'enfant sera également habitué à être sincère, et comme il n'importunera personne par ses cris, chacun sera aussi en revanche amical avec lui. La Providence semble vraiment avoir donné aux enfants des visages avenants, afin qu'ils puissent prévenir les gens en leur faveur. Il n'est rien de plus mauvais pour briser l'entêtement qu'une discipline qui taquine l'enfant et le traite en esclave.
Ordinairement, on crie aux enfants « Tu devrais avoir honte, ce n'est pas convenable ». Mais cela ne devrait pas arriver pendant la première éducation. L'enfant n'a aucun concept de la honte et de la décence. Il n'a pas à avoir honte, il ne doit pas avoir honte. Pas ce genre de choses, on ne fait que le rendre timide. Il est embarrassé à la vue d'autrui et se cache volontiers devant d'autres personnes. De là naît une retenue et une dissimulation fâcheuse. Il n'ose plus rien demander, et cependant il devrait pouvoir tout demander. Il cache ses intentions et apparaît toujours autre qu'il n'est, alors qu'il devrait pouvoir tout dire franchement. Au lieu d'être toujours autour de ses parents, il les évite et se jette dans les bras d'un domestique complaisant. Le badinage, les caresses continuelles ne valent guère mieux que cette éducation taquine. L'enfant s'en trouve fortifié dans sa volonté propre. Il est rendu faux, et en lui dévoilant une faiblesse des parents, cela retire à ceux-ci le nécessaire respect que leur doit l'enfant. Mais si l'on l'élève de telle sorte qu'il ne puisse rien obtenir à force de cris, il sera libre, sans être effronté, et modeste, sans être timide. On devra proprement écrire, hardi, effronté, car ce mot devient menacé. On ne peut souffrir un homme effronté. Beaucoup d'hommes ont des visages si insolents que l'on doit toujours craindre d'eux quelque grossièreté, tandis que l'on peut lire sur le visage d'autres qu'ils sont incapables de dire une grossièreté. On peut toujours se montrer franc si seulement il s'y joint quelque bonté. Les gens disent souvent de personnes de qualité qu'elles ont un air royal. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un certain regard insolent dont elles ont pris l'habitude dès leur jeunesse, parce qu'on ne leur a pas alors opposé de résistance. On peut encore compter tout ceci dans la culture négative. En effet, beaucoup de faiblesses de l'homme ne viennent pas de ce qu'on ne lui a rien appris, mais de ce qu'on lui donne des impressions fausses. C'est ainsi par exemple que les nourrices communiquent aux enfants la peur des araignées, des crapauds. Les enfants pourraient certainement chercher à attraper les araignées comme d'autres choses, mais comme les nourrices manifestent leur dégoût par leur mine dès qu'elles voient une araignée, ceci agit dans une certaine sympathie sur l'enfant. Beaucoup conservent cette peur durant leur vie entière et demeurent en ceci toujours des enfants. En effet, les araignées sont bien dangereuses pour les mouches et leur morsure est venimeuse pour celles-ci, mais elles ne sont pas dangereuses pour l'homme, et un crapaud est un animal aussi inoffensif qu'une belle grenouille verte ou tout autre animal. La partie positive de l'éducation physique est la culture. Par rapport à celle-ci, l'homme se distingue de l'animal. Elle consiste principalement dans l'exercice de ses facultés mentales. C'est pourquoi les parents doivent fournir aux enfants les occasions propices. La première et principale règle consiste ici à écarter autant que possible tous les instruments. C'est ainsi que l'on écartera dès le début lisière et roulette et qu'on laissera l'enfant se traîner par terre jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher par lui-même, car il n'en marchera que plus sûrement. Les instruments en effet ne font que ruiner l'habileté naturelle. On use ainsi d'une ficelle pour mesurer une étendue, mais on ne peut tout aussi bien y parvenir par la seule vue. On se sert d'une montre pour déterminer l'heure, mais on le peut en considérant la position du soleil. On se sert d'un compas pour savoir de quel côté on se trouve dans une forêt, mais on peut aussi bien le savoir de jour, d'après la position du soleil, et de nuit, d'après celle des étoiles. On peut même dire qu'au lieu d'user d'un canot, pour se déplacer sur l'eau, on peut nager. Le célèbre Franklin s'étonnait que tout le monde n'apprenne pas une chose si agréable et si utile. Il présente aussi une manière facile pour apprendre à nager par soi-même. On doit laisser tomber un œuf dans une rivière où, en se tenant debout sur le fond, on conserve au moins la tête hors de l'eau. Il faut ensuite chercher à saisir l'œuf, tandis que l'on se penche les pieds, remonte, et enfin, afin que l'eau n'entre pas dans la bouche, on relève la tête en arrière. Et ainsi on a la position correcte, qui est nécessaire pour nager. Il suffit alors de faire agir les mains et on nage. Tout revient seulement à ceci, il faut cultiver l'habileté naturelle. Souvent les indications sont nécessaires, souvent l'enfant est assez inventif, ou il découvre lui-même des instruments. Ce qu'il convient d'observer dans l'éducation physique, donc en ce qui concerne le corps, se rapporte ou bien à l'usage du mouvement volontaire, ou bien à l'usage des organes des sens. Ce qui importe dans le premier cas, c'est que l'enfant s'aide toujours lui-même. Pour cela, il faut de la force, de l'habileté, de la vitesse, de la sûreté. Par exemple, on doit pouvoir franchir des passerelles étroites, gravir des hauteurs escarpées où l'on voit devant soi le vide.
marcher sur un plancher vacillant. Si un homme ne peut le faire cela, il n'est pas complètement ce qu'il pourrait être. Depuis que le philanthropinon de Dessau a donné l'exemple, beaucoup d'essais de ce genre ont été faits avec les enfants dans d'autres instituts. Il est très étonnant de lire comment les Suisses s'habituent dès leur enfance à marcher en montagne et le degré d'aisance auquel ils parviennent dans cet exercice, passant avec une entière sûreté sur les plus étroites passerelles, sautant par-dessus les abîmes, après avoir mesuré ceci d'un coup d'œil et compris qu'ils pourront bien les franchir. Mais la plupart des hommes ont peur de la chute qu'ils imaginent, et cette peur paralyse, pour ainsi dire, leurs membres, si bien qu'un tel parcours est en effet pour eux dangereux. Généralement, cette peur grandit avec l'âge, et l'on trouve qu'elle est particulièrement habituelle chez les hommes qui se livrent surtout au travail intellectuel. L'éducation pratique. Qu'est-ce que la religion? La religion est la loi qui est en nous dans la mesure où elle reçoit sa force sur nous d'un législateur et d'un juge. C'est une morale appliquée à la connaissance de Dieu. Si la religion n'est pas liée à la moralité, elle n'est qu'une recherche de faveur. Or, les cantiques, les prières, la fréquentation de l'Église doivent seulement donner à l'homme de nouvelles forces et un nouveau courage pour s'améliorer. Ou encore, elles ne doivent être que l'expression d'un cœur animé par la représentation du devoir. Ce ne sont point de bonnes œuvres, mais seulement une préparation aux bonnes œuvres, et l'on ne saurait être agréable à l'être suprême qu'en devenant un homme meilleur. Chez l'enfant, il faut commencer par la loi qu'il porte en lui. L'homme est à ses propres yeux méprisable lorsqu'il est vicieux. Ce mépris est fondé dans l'homme lui-même, et il n'existe pas seulement du fait que Dieu a défendu le mal. En effet, il n'est pas nécessaire que le législateur soit aussi le créateur de la loi. C'est ainsi qu'un prince peut interdire le vol en ses états, sans qu'il puisse pour cela être nommé le créateur de l'interdiction du vol. Par là, l'homme apprend à voir que sa bonne conduite seule peut le rendre digne du bonheur. La loi divine doit se manifester en même temps comme loi naturelle, car elle n'est pas arbitraire. C'est pourquoi la religion est comprise en toute moralité. Mais il ne faut pas commencer par la théologie. La religion, qui n'est construite que sur la théologie, ne peut jamais envelopper quelque chose de moral. On y trouvera d'une part que la peur, et d'autre part que des desseins et des intentions guidées par l'idée de récompense, et il ne résulte de cela qu'un culte superstitieux. La moralité doit donc être première, et la théologie doit la suivre, et c'est ce qu'on appelle religion. La loi que en nous s'appelle conscience. À proprement parler, la conscience est l'application de nos actions à cette loi. Les reproches de la conscience demeureront sans effet si on ne les pense pas comme les représentations de Dieu, qui a établi son siège sublime au-dessus de nous, mais qui a aussi établi en nous un tribunal. Mais si la religion ne se joint pas à la délicatesse de la conscience morale, elle est sans effet. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. On croit servir Dieu lorsque, par exemple, on le loue, on célèbre sa puissance, sa sagesse, sans penser à la manière d'obéir aux lois divines, sans même connaître et étudier la puissance et la sagesse de Dieu. Pour certaines gens, les cantiques sont un opium pour la conscience et un oreiller sur lequel on peut tranquillement dormir. Dans Critique de la faculté de juger, paragraphe 21, dans le sens commun de la communication. Peut-on, avec quelques fondements, présupposer un sens commun? Des connaissances et des jugements doivent pouvoir être communiqués universellement, ainsi que la conviction qui les accompagne. Sinon, il n'y aurait pas d'accord entre eux et leur objet. Connaissance et jugement ne seraient dans leur ensemble qu'un simple jeu subjectif des facultés représentatives, comme le veut précisément le scepticisme. Si les connaissances doivent pouvoir être communiquées, il faut aussi que l'état d'esprit, c'est-à-dire l'accord des facultés représentatives en vue d'une connaissance en général, et en particulier cette proportion qui convient à une représentation par laquelle un objet nous est donné,
pour qu'elle devienne une connaissance, puisse être communiquée universellement. Sans cet accord, en tant que condition subjective de l'acte de connaître, la connaissance considérée en tant qu'effet ne saurait se produire. C'est aussi bien ce qui arrive effectivement chaque fois qu'un objet donné par l'intermédiaire des sens suscite l'activité de l'imagination qui en compose le divers, et que celle-ci à son tour suscite l'activité de l'entendement afin qu'il l'unifie dans des concepts. Mais cet accord des facultés de connaître possède, suivant la différence des objets qui sont donnés, une proportion différente. Il faut toutefois qu'il existe une proportion à laquelle ce rapport intérieur qui les anime l'une par l'autre soit le plus approprié aux deux facultés en vue d'une connaissance, objet donné en général. Cet accord ne peut pas être déterminé autrement que par le sentiment, non d'après des concepts. Or, puisque cet accord lui-même doit être communicable universellement, le sentiment de cet accord, à l'occasion d'une représentation donnée, doit également l'être. Et la communicabilité universelle d'un sentiment présupposant un sens commun, c'est avec raison que celui-ci pourrait être admis sans que l'on s'appuie sur des observations psychologiques, comme la condition nécessaire de la communicabilité universelle de notre connaissance, qui doit être présumée en toute logique et en tout principe de connaissance, qui n'est pas sceptique. Dans la sensation et communication, le sensus communis. Le plaisir pris au sublime de la nature, comme plaisir de la contemplation à laquelle on raisonne, prétend également, il est vrai, à être partagé universellement, mais il suppose toutefois encore un autre sentiment, qui est celui de sa destination suprasensible et si obscure qu'il puisse être, ce dernier possède un fondement moral. Je ne suis toutefois absolument pas autorisé à présupposer que d'autres hommes y prêteront attention et trouveront dans la contemplation de la sauvage grandeur de la nature une satisfaction qu'on ne peut véritablement pas attribuer à son aspect, qui est plutôt effrayant. Néanmoins, considérant qu'en toute occasion propice, il faudrait prêter attention à cette disposition morale, je puis attribuer cette satisfaction à chacun, mais seulement par la médiation de la loi morale qui, pour sa part, se fonde à son tour sur des concepts de la raison. Le plaisir pris à la beauté, en revanche, n'est ni un plaisir de jouissance, ni celui d'une activité conforme à une loi, ni celui de la contemplation qui médite d'après des idées, mais c'est le plaisir de la simple réflexion. Sans avoir pour guide quelque fin ou quelque principe, ce plaisir accompagne l'appréhension commune d'un objet par l'imagination, comme faculté de l'intuition, en relation à l'entendement comme faculté des concepts, par la médiation d'un procédé de la faculté de juger que celle-ci doit également mettre en œuvre au profit de l'expérience la plus vulgaire. La seule différence est qu'ici il ne s'agit que d'un concept empirique objectif, tandis que là, dans le jugement esthétique, il s'agit pour elle de percevoir la convenance de la représentation à l'opération harmonieuse, subjectivement finale, de deux facultés de connaître en leur liberté, c'est-à-dire de sentir avec plaisir l'état représentatif. Ce plaisir doit nécessairement en chacun reposer sur les mêmes conditions, parce qu'elles sont les conditions subjectives de la possibilité d'une connaissance en général. Et la proportion de ces facultés de connaître, qui est exigée pour le goût, l'est aussi pour l'entendement commun et sain, que l'on doit présumer en action. C'est pourquoi celui qui juge avec goût, supposé seulement qu'intérieurement il ne se trompe pas, et ne prenne pas la matière pour la forme et l'attrait pour la beauté, peut attribuer la finalité subjective, c'est-à-dire la satisfaction procédant de l'objet, à tout autre homme, et admettre que son sentiment est communicable universellement, et cela sans la médiation des concepts. Paragraphe 40. Du coup, comme d'une sorte de sensus communis. Lorsqu'on remarque moins la réflexion que le résultat de la faculté de juger, on donne souvent à celle-ci le nom de sens, et on parle d'un sens de la vérité, d'un sens des convenances, de la justice, etc. Bien que l'on sache, ou que l'on doive raisonnablement savoir tout au moins, qu'il n'y a pas un sens dans lequel ces concepts pourraient avoir leur siège.
et qu'un tel sens ne saurait posséder la moindre aptitude pour décider des règles générales, et qu'au contraire, nous n'aurions jamais à l'esprit une représentation semblable de la vérité, de la convenance, de la beauté ou de la justice, si nous ne pouvions nous élever au-dessus des sens jusqu'aux facultés supérieures de la connaissance. L'entendement commun, qui lorsqu'il n'est qu'un entendement sain, encore inculte, est considéré comme la qualité inférieure que l'on peut toujours attendre de celui qui prétend au nom d'homme, a donc l'honneur mortifiant d'être désigné par le nom de sens commun, sensus communis, et de telle sorte que sous ce terme commun, non seulement en notre langue, qui est sur ce point contient effectivement une ambiguïté, mais encore en beaucoup d'autres langues, on comprend le vulgaré qui se rencontre partout et dont la possession n'est absolument pas un mérite ou un privilège. Sous cette expression de sensus communis, on doit comprendre l'idée d'un sens commun à tous, c'est-à-dire d'une faculté de juger qui dans sa réflexion tient compte en pensant, a priori, du mode de représentation de tout autre homme, afin de rattacher pour ainsi dire son jugement à la raison humaine, tout entière, et échapper ce faisant à l'illusion résultante de conditions subjectives et particulières pouvant aisément être tenues pour objectives, qui exerceraient une influence néfaste sur le jugement. C'est là ce qui est obtenu en comparant son jugement au jugement des autres, qui sont en fait moins les jugements réels que les jugements possibles, et en se mettant à la place de tout autre, tandis que l'on fait abstraction des bornes qui, de manière contingente, sont propres à notre faculté de juger. On y parvient en écartant autant que possible ce qui, dans l'état représentatif, est matière, c'est-à-dire sensation, et en prêtant uniquement attention aux caractéristiques formelles de sa représentation ou de son état représentatif. Sans doute cette opération de la réflexion paraît être bien trop artificielle pour qu'on puisse l'attribuer à cette faculté que nous nommons le sens commun. Toutefois, elle ne paraît telle que lorsqu'on l'exprime dans des formules abstraites, il n'est en soi rien de plus naturel que de faire abstraction de l'attrait et de l'émotion lorsqu'on recherche un jugement qui doit servir de règle universelle. Dans l'idée esthétique, l'imagination comme faculté de connaissance productive est en effet très puissante pour créer une autre nature, pour ainsi dire, à partir de la matière que la nature réelle lui donne. Nous nous divertissons avec l'imagination lorsque l'expérience nous paraît pas trop quotidienne, et nous transformons même celle-ci, toujours certes d'après des lois analogiques, mais aussi d'après des principes qui prennent leur source plus haut dans la raison, et qui sont pour nous tout aussi naturels que ceux d'après lesquels l'entendement saisit la nature empirique. En ceci, nous sentons notre liberté par rapport à la loi de l'association qui dépend de l'usage empirique de cette faculté, de telle sorte que nous empruntons, suivant cette loi à la nature, la matière dont nous avons besoin, mais que celle-ci peut être travaillée par nous en quelque chose qui dépasse la nature. On peut nommer idée de telles représentations de l'imagination, d'une part parce qu'elles tendent pour le moins à quelque chose qui se trouve au-delà des limites de l'expérience et cherchent ainsi à s'approcher d'une présentation des concepts de la raison, les idées intellectuelles, ce qui leur donne l'apparence d'une réalité objective. D'autre part, et sans doute plus essentiellement parce que comme intuition interne, aucun concept ne peut leur être pleinement adéquat. Le poète ose donner une forme sensible aux idées de la raison que sont les êtres invisibles, le royaume des saints, l'enfer, l'éternité, la création, etc. Ou bien encore à des choses dont on trouve au vrai des exemples dans l'expérience, comme la mort, l'envie et tous les vices, ainsi que l'amour, la gloire, etc. Mais en les élevant alors au-delà des bornes de l'expérience, grâce à une imagination qui s'efforce de rivaliser avec la raison dans la réalisation d'un maximum, en leur donnant une forme sensible, dans une perfection dont il ne se rencontre point d'exemple en la nature. Et c'est en la poésie que la faculté des idées esthétiques peut donner toute sa mesure. Toutefois, considérée en elle-même, cette faculté n'est qu'un talent de l'imagination. Merci.